le chapitre 5 sur la vision binoculaire, nous avons vu dans les modules précédents comment fonctionne la vision binoculaire et ce qu'était une vision binoculaire normale. Dans ce module 3, nous allons étudier les anomalies de la vision binoculaire et de la motilité oculaire en commençant par l'anisométropie, puis nous allons étudier les hétérophories. Nous avons déjà parlé dans les chapitres précédents de l'anisométropie. Il y a anisométropie pour un couple oculaire si la métropie de l'œil droit et de l'œil gauche est différente, c'est-à-dire si la réfraction axiale de l'œil droit est différente de la réfraction axiale de l'œil gauche. L'anisométropie va donc être la différence entre ces deux réfractions axiales. On va considérer qu'une anisométropie est significative si cette différence de réfraction axiale entre l'œil droit et l'œil gauche est supérieure ou égale à une dioptrie. Nous allons maintenant étudier l'anomalie la plus courante des problèmes de vision binoculaire, ce sont les hétérophories, ou qu'on appelle plus communément les phories. En introduction, c'est quoi une phorie ? En fait, malgré la compensation de la métropie, certains sujets continuent de ressentir des gênes, plus particulièrement après un effort excessif de la vision. Ces gênes peuvent avoir comme origine une sollicitation trop importante des muscles extraoculaires lorsque les yeux fixent un objet, ce qui va avoir comme conséquence de la fatigue visuelle. En l'absence de stimulus visuel, la position relative des lignes de regard peut être très différente entre les individus. Si chez certains sujets, on a un équilibre des muscles extraoculaires qui vont positionner les lignes de regard parallèles l'une par rapport à l'autre, nous l'avons vu dans l'explication de la position primaire dans les modules précédents, chez d'autres sujets, les yeux vont avoir une position d'équilibre avec les muscles extraoculaires qui vont se positionner avec des lignes de regard qui ne seront pas parallèles entre elles. Et donc, lorsque c'est le cas, ces personnes vont devoir effectuer un effort musculaire compensateur permanent pour pouvoir remettre ces lignes de regard parallèles l'une par rapport à l'autre. Et donc, c'est cet effort musculaire qui va être à l'origine des plaintes. Pour étudier les hétérophories, nous avons besoin de connaître la position des lignes de regard en position passive ou repos physiologique. Cette position correspond à la position d'équilibre tonique des muscles extraoculaires en l'absence de stimulation visuelle. Nous allons dans ces cas-là avoir deux cas de figure. Soit les lignes de regard vont se positionner sur le point de fixation, c'est-à-dire en vision de loin vont être parallèles entre elles, soit en vision de près vont s'orienter vers le point de fixation, c'est ce que l'on va appeler l'orthophorie. Donc l'orthophorie se caractérise par un état d'équilibre oculomoteur. Les axes visuels en l'absence de stimulus fonctionnel vont converger sur le point fixé binoculairement. Il ne va pas exister de déviation latente des axes visuels. Le deuxième cas, ça va s'appeler l'hétérophorie. Et dans ce cas, les axes visuels en l'absence de stimulus fonctionnel adéquat ne vont pas converger vers le point fixé binoculairement. Dans ces cas-là, il va exister une déviation latente des axes visuels. Pour faire cette étude des positions des lignes de regard en position passive, on va vérifier l'état d'équilibre oculomoteur avec des systèmes dissociants. On a deux grandes familles de dissociants, les dissociateurs sensoriels qui vont dissocier partiellement la vue grâce par exemple à un filtre rouge, grâce au filtre rouge-vert ou au filtre polarisé. La deuxième grande famille de dissociateurs, c'est celles qui vont dissocier totalement la vision avec le cylindre de Maddox ou les prismes de Von Graf. Dans la suite du module sur l'étude sur les hétérophories, nous allons utiliser le cylindre de Maddox. Nous appelons ça un cylindre de Maddox parce qu'en fait, c'est un verre de plan plus 150 dioptries d'astigmatisme.
il est soit avec des stries verticales, soit avec des stries horizontales. Nous allons mettre le cylindre de Maddox dans les schémas qui vont suivre sur l'œil droit, ce qui veut dire que l'œil droit qui va porter le cylindre de Maddox va avoir une droite lumineuse, c'est-à-dire que le cylindre est tellement important qu'il va transformer un point lumineux en une droite. Et comme nous utilisons le Maddox rouge, dans ces cas-là, le sujet qui porte le cylindre de Maddox va avoir une ligne rouge, soit horizontale pour l'étude des hétérophories verticales, soit verticale pour l'étude des hétérophories horizontales. L'œil gauche ne portant rien, dans ces cas-là, cet œil va voir le point lumineux du stylo lampe. Comme l'œil droit et l'œil gauche ne voient absolument pas la même chose, puisque l'œil droit va voir une droite rouge, l'œil gauche va voir un point lumineux, on va dire dans ces cas-là que la vision est totalement dissociée. Nous allons déjà voir comment se comportent les yeux lorsque le sujet est orthophore dans le plan horizontal. Si dans ce plan horizontal, les deux lignes de regard du sujet sont parallèles alors que la vision éloignée est totalement dissociée, dans ces cas-là, le sujet est qualifié d'orthophore. C'est-à-dire que lorsque les lignes de regard sont parallèles entre elles, ça veut dire que en position passive, le sujet va se mettre en position primaire. Illustrons l'état d'orthophorie avec un schéma du couple oculaire en vue du dessus. Donc nous allons représenter les globes oculaires droite et gauche avec les centres de rotation droite et gauche. Nous allons y rajouter la correction lunette avec des L de chaque côté et le cylindre de Maddox que nous mettons devant l'œil droit. Lorsque le sujet est orthophore, cela veut dire que ces lignes de regard droite et gauche vont être parallèles entre elles. Nous savons que les lignes de regard nous permettent aussi de positionner les fovéas de l'œil droit et de l'œil gauche au niveau de la rétine. Si ce sujet regarde un point lumineux, donc l'œil gauche va voir ce point lumineux, l'œil droit va voir donc une droite rouge. Les rayons lumineux pour l'œil droit et pour l'œil gauche vont donc arriver de l'infini et vont donc être parallèles entre eux également. Si le sujet est orthophore, donc ces lignes de regard vont se superposer avec les rayons lumineux. Cela veut dire qu'au niveau de la rétine, l'image du point A de l'œil droit et de l'œil gauche, donc A' droit et A' gauche, vont être tous les deux confondus avec les fovéas de chaque œil. Si nous représentons l'œil cyclope de Hering, à ce moment-là, les rayons lumineux vont se superposer puisque l'œil cyclope de Hering nous permet de superposer l'œil droit et l'œil gauche. Et donc dans ces cas-là, ce que verra le sujet, ce seront une droite rouge qui va se superposer avec le point lumineux. Et dans ces cas-là, nous pouvons voir que les fovéas de l'œil droit vont être confondus avec la fovéa de l'œil gauche et qui va être confondu avec l'image A' de l'œil droit qui va être confondu avec l'image A' de l'œil gauche. Cependant, la plupart d'entre nous ne sommes pas orthophores. Cependant, la présence d'une hétérophorie n'est pas forcément une anomalie de la vision binoculaire, nous allons le voir dans les normes un petit peu plus loin. Il y a anomalie de la vision binoculaire lorsqu'il y a présence de symptômes qui peuvent être imputables au problème de la vision binoculaire. Les symptômes sont non spécifiques, mais on peut les retrouver dans les maux de tête, les migraines, les yeux qui piquent, qui brûlent, parfois la vision floue ou qui se dédouble en fin de journée, des difficultés à la lecture, également des problèmes de concentration, des difficultés à fixer l'attention. Et dans ces cas-là, les causes de ces symptômes peuvent être une compensation inadaptée ou alors des anomalies de la vision binoculaire. Ça peut être également l'utilisation prolongée de la vision dans des situations de stress ou de mauvaise ergonomie. Donc pour ça, il va falloir vérifier effectivement si la compensation est adaptée. Mais si les symptômes ne sont pas imputables à une compensation inadaptée, nous allons dans ces cas-là vérifier l'éphorie du sujet.
La première hétérophorie ou phorie que l'on va étudier est l'ésophorie. L'ésophorie, c'est quoi? Si dans le plan horizontal, les lignes de regard du sujet convergent alors que la vision éloignée est complètement dissociée, le sujet est qualifié d'ésophore. En fait, cela veut dire que l'ésophore converge tout le temps, même lorsqu'il est en position de repos. Que ça soit en vision de loin, donc dans ces cas-là, effectivement, les axes visuels ou les lignes de regard ne sont plus parallèles entre elles, soit en vision de près, cela veut dire que l'ésophore va converger en avant du point de fixation. Nous allons ici représenter le schéma de l'ésophorie en vision de loin en représentant le couple oculaire en vue du dessus. Donc nous représentons les globes oculaires droite et gauche avec les centres de rotation droite et gauche des yeux. Nous représentons également des ailes, donc la correction optique, et le cylindre de Maddox que nous mettons devant l'œil droit. En position anatomique physiologique de repos, un ésophore va donc trop converger, c'est-à-dire que quand il va fixer un point lumineux en vision de loin mais que la vue est totalement dissociée, une ou les deux lignes de regard vont converger. Cela nous permet aussi de positionner les fovéas droite et gauche puisqu'elles sont dans le prolongement des lignes de regard au niveau de la rétine. Le sujet regarde un point lumineux en vision de loin. Les points lumineux font que les rayons lumineux restent parallèles entre eux puisqu'ils proviennent du point lumineux représenté ici à l'infini par le point A. Ces rayons lumineux donc vont arriver parallèles entre eux au niveau de la rétine. En ce qui concerne l'œil gauche qui fixe le point lumineux, le rayon lumineux est confondu avec la ligne de regard de l'œil gauche, ce qui va faire que l'image de l'objet A sur la rétine va être confondue avec la fovea de l'œil gauche. Or, nous voyons ici que le rayon lumineux sur l'œil droit, donc totalement dissocié, n'arrive plus au même endroit que la fovea. Donc cela veut dire que A' droit et F' droit ne sont plus confondus. Alors qu'est-ce que ça implique sur la vision du sujet? Représentons l'œil cyclope de Hering, donc ici avec les centres de rotation de l'œil qui sont superposés, donc confondus. Dans ces cas-là, sur l'œil gauche, le rayon lumineux, l'extériorisation, va donc être toute droite, donc vers le point lumineux. Ce qui veut dire qu'effectivement, nous allons avoir F' droit et F' gauche qui sont confondus puisque c'est la représentation de l'œil cyclope et ces deux fovéas vont être confondus avec le point A' gauche. Or, nous voyons ici que A' droit n'est pas confondu avec F' droit. Donc, nous allons le représenter avec cette même distance entre F' droit et A' droit au niveau de la rétine. Là, nous voyons que A' droit est à gauche de la fovea. Donc, nous le représentons de la même façon. Et nous prolongeons donc A' droit avec l'extériorisation, donc le rayon lumineux provenant de A' droit. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir, en extériorisation, montrer que l'œil gauche va voir le point lumineux en face, mais que l'œil droit va voir la droite lumineuse qui va être décalée vers la droite. Ce qui voudra dire qu'un ésophore va voir la ligne vue par l'œil droit à droite et le point lumineux vu par l'œil gauche à gauche. Les ésophores, nous l'avons bien compris, convergent trop. Donc, un sujet ésophore, pour obtenir de nouveau une vision simple, puisque même si on est ésophore, on a la plupart du temps, nous ne voyons pas double, sauf effectivement peut-être en fin de journée lorsque les ésophores sont très fatigués. Mais toute la journée, il va essayer de conserver une vision simple de l'objet éloigné, en position active. Et pour ça, il faut qu'il redonne un parallélisme entre les lignes de regard droite et gauche. Et pour ça, il va constamment être obligé de contracter ses muscles droits externes pour compenser effectivement cette rotation vers l'intérieur des yeux. Et donc cela veut dire qu'il doit constamment
faire en permanence un effort de divergence. Nous avons vu également que dans la situation de l'œil cyclope de Hering, les objets éloignés sont vus en diplopie homonyme, c'est-à-dire que l'œil droit voit l'image diplopique de droite et l'œil gauche voit l'image diplopique de gauche. Maintenant, voyons ce qui se passe pour un exophore. Un exophore, c'est quoi? Si dans le plan horizontal, les deux lignes de regard du sujet divergent alors que la vision est complètement dissociée, le sujet est qualifié d'exophore. C'est-à-dire qu'un exophore a une ou ces deux lignes de regard qui vont partir en divergence, donc vers l'extérieur. Nous allons représenter un exophore grâce au schéma du couple oculaire en vue du dessus, où nous représentons les globes oculaires droite et gauche ainsi que les centres de rotation de chaque œil, la correction optique DL et le cylindre de Maddox qui là encore est mis sur l'œil droit. Comme la vue est totalement dissociée, les yeux vont se mettre en repos physiologique. Et pour un exophore, cela veut dire que une ou les deux lignes de regard vont partir vers l'extérieur, donc en divergence. Nous pouvons poursuivre ces lignes de regard au niveau de la rétine et nous retrouvons les fovéas de l'œil droit et de l'œil gauche. Ce sujet va fixer un point lumineux en vision de loin et donc les rayons lumineux de ce point vont être parallèles et donc vont arriver dans les deux yeux parallèles l'un avec l'autre. Cela veut dire que sur l'œil gauche qui fixe le point lumineux, on va avoir A' gauche, donc l'image du point lumineux sur la rétine, qui va être confondue avec la fovéa de l'œil gauche. Nous voyons que sur l'œil droit, comme il y a une rotation de l'œil vers l'extérieur, A' droit ne sera pas confondu avec F' droit. Représentons maintenant l'œil cyclope de Hering pour représenter l'extériorisation, ce que voit la personne. Au niveau de l'œil gauche, donc nous avons vu que A' gauche était confondu avec F' gauche, donc comme c'est une superposition des deux yeux, alors F' droit va être confondu avec F' gauche qui va être confondu avec A' gauche. Nous allons représenter A' droit, nous avons vu sur le premier schéma que A' droit est donc à droite de F' droit. Nous allons le représenter de la même façon et nous allons continuer avec un rayon lumineux pour représenter l'extériorisation de ce que voit en fait l'œil droit. L'extériorisation va faire que l'œil gauche voit le point lumineux et l'œil droit va voir la droite lumineuse en rouge. Et ici, nous pouvons voir que l'œil droit va voir l'image à gauche, c'est-à-dire que la ligne va être à gauche du point, et l'œil gauche donc continuera à voir le point lumineux. Et donc nous voyons ici que l'œil droit voit l'image diplopique de gauche et l'œil gauche voit l'image diplopique de droite. Donc l'exophore a ces lignes de regard qui partent en divergence, ce qui veut dire que pour obtenir une vision simple de l'objet éloigné en position active, lorsqu'il n'est pas en dissociation, alors il doit rétablir le parallélisme en contractant ses muscles droits externes. Ce qui veut dire qu'il va être constamment en train de faire un effort en convergence. Et nous avons vu également que dans cette situation de l'œil cyclope de Hering, on constate que les objets éloignés sont vus en diplopie croisée. C'est-à-dire que l'œil gauche voit l'image de droite et l'œil droit voit l'image de gauche. Passons maintenant aux hétérophories verticales. Pour ça, nous allons représenter les couples oculaires en vue de profil. Voyons dans un premier temps ce qu'est l'orthophorie dans le plan vertical. Nous allons également représenter les verres correcteurs, DL, et le Maddox que l'on continue de mettre sur l'œil droit. Si le sujet est orthophore en vue de profil, cela veut dire que les axes visuels, les lignes de regard de l'œil droit et de l'œil gauche vont être parallèles dans le plan vertical. Si ce sujet regarde un point lumineux en vision très éloignée, cela veut dire qu'également les rayons lumineux vont être parallèles entre eux. Cela veut également dire dans ces cas-là que sur chaque œil, l'image de A sera confondue avec les fovéas de chaque œil.
Si l'on représente l'œil cyclope de Hering, là aussi en vue de profil, cela veut dire que les extériorisations, c'est-à-dire on reprend les images et on repart vers l'extérieur de l'œil, dans ces cas-là, elles seront confondues parce que F' droit est confondu avec F' gauche, qui va être confondu avec A' droit, qui va être confondu avec A' gauche. Au niveau de l'extériorisation, cela veut dire que le point lumineux vu par l'œil gauche et la droite lumineuse seront confondus. Lorsqu'en vue de profil, les deux lignes de regard ne sont plus parallèles entre elles, nous appelons ça une hyperphorie. Nous avons deux types d'hyperphorie, l'hyperphorie droite sur gauche et l'hyperphorie gauche sur droite. Commençons par l'hyperphorie droite sur gauche. Une hyperphorie droite sur gauche, cela veut dire que lorsqu'on dissocie complètement la vision, le praticien peut mettre une hyperphorie droite sur gauche en évidence, car à ce moment-là, la ligne de regard de l'œil droit a une inclinaison relative plutôt vers le haut par rapport à celle de l'œil gauche. Nous allons représenter là encore l'hyperphorie droite sur gauche grâce à un schéma du couple oculaire en vue de profil. Dans ce cas-là, les lignes de regard ne seront plus parallèles entre elles, c'est-à-dire que si nous dissocions complètement la vue et que le sujet regarde un point lumineux à l'infini, à ce moment-là, l'œil gauche va continuer de fixer le point lumineux, mais l'œil droit, qui va se mettre en position passive, va en fait avoir sa ligne de regard qui va monter vers le haut. Ce sujet donc regarde toujours le point A à l'infini, et donc dans ces cas-là, les rayons lumineux vont arriver parallèles. Cela veut dire que dans le cas d'une hyperphorie droite sur gauche, nous allons avoir A' gauche, l'image de A sur la rétine, qui va être confondue avec la fovea de l'œil gauche. Mais nous voyons ici que A' droit ne sera pas confondu avec la fovea de l'œil droit. Représentons l'œil cyclope de Hering pour voir ce que voit un hyperphore droite sur gauche. L'œil cyclope de Hering est également représenté en vue de profil, donc nous commençons par représenter l'œil gauche et la superposition des deux fovéas. Donc comme F' gauche et A' gauche sont confondus, cela veut dire que dans l'œil cyclope de Hering, F' droit est confondu avec F' gauche qui est confondu avec A' gauche. Nous voyons sur le premier schéma que A' droit est au-dessus de F' droit. Nous allons donc représenter de la même façon A' droit au-dessus des deux fovéas. Nous allons prolonger ça avec un rayon qui va nous permettre de représenter l'extériorisation. L'œil gauche va donc voir le point lumineux et l'œil droit va voir une ligne en bas, plus bas que le point lumineux. Cela va représenter l'hyperphorie droite sur gauche. Dans l'hyperphorie droite sur gauche, ça veut dire que l'œil gauche va voir l'image du haut et l'œil droit va voir l'image du bas. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe lors d'une hyperphorie gauche sur droite que l'on peut mettre en évidence grâce aux lignes de regard et en dissociation totale. Lors d'une hyperphorie gauche sur droite, cela signifie que la ligne de regard de l'œil droit va avoir une inclinaison relative vers le bas. On pourrait tout à fait aussi représenter une hyperphorie gauche sur droite en représentant la ligne de regard de l'œil gauche vers le haut. Mais comme le Maddox est mis sur l'œil droit, donc dans ces cas-là, pour représenter une hyperphorie gauche sur droite, nous allons incliner l'œil droit vers le bas. Voici la représentation en vue de profil du couple oculaire lors d'une hyperphorie gauche sur droite. À ce moment-là, la ligne de regard de l'œil droit va donc être vers le bas, alors que la ligne de regard de l'œil gauche va rester parallèle vers l'infini. Si le sujet donc regarde un point lumineux à l'infini, les rayons lumineux vont de nouveau être parallèles l'un avec l'autre. Dans le cas de l'œil gauche, il va être confondu avec la ligne de regard de l'œil gauche, mais nous voyons que sur l'œil droit, à ce moment-là, il va y avoir un décalage entre la ligne de regard et le rayon lumineux.
Ce qui veut dire que sur l'œil gauche, nous allons avoir A' gauche qui va être confondu avec la fovea de l'œil gauche. Or, à droite, A' droit ne sera pas confondu avec la fovea de l'œil droit. Nous allons représenter, là encore, l'œil cyclope de Hering pour vérifier ce que voit un hyperfort gauche sur droite. Commençons par représenter l'extériorisation de l'œil gauche, où l'œil cyclope de Hering est donc une superposition des deux fovéas, et comme F' gauche est confondu avec A' gauche, il est de nouveau confondu avec F' droit. Ici, nous voyons que A' droit, sur le premier schéma, est en dessous de la fovea de l'œil droit. Nous allons, là encore, sur l'œil cyclope de Hering, représenter A' droit dans la même direction. En prolongeant par un rayon lumineux représentant l'extériorisation, nous allons pouvoir donc dessiner ce que voit un hyperfort gauche sur droite, c'est-à-dire que l'œil gauche verra le point lumineux en face et l'œil droit verra une ligne horizontale au-dessus du point lumineux. Cela veut dire que l'œil droit va voir l'image du haut et l'œil gauche va voir l'image du bas lors d'une hyperphorie gauche sur droite.